11 ans plus tard, la rivière de Brenton Falls débordait encore, laissant derrière elle une odeur de boue lourde et stagnante. Les équipes de nettoyage avançaient lentement, retirant branches, déchets, morceaux de métal arrachés par le courant. « C'est là qu'un ouvrier !» remarqua une caisse sombre, coincée entre des racines épaisses. Elle semblait trop lourde pour avoir été déposée récemment. Quand ils l'ont ouverte, le silence est tombé immédiatement. À l'intérieur, il y avait des restes humains, soigneusement enfermés, accompagnés d'un petit bracelet décoloré. Un nom gravé, à peine lisible, affigeait tout le monde. Delilah Caraway. Une enfant disparue depuis 11 ans. Mais la vraie question n'était pas seulement comment elle avait fini ici. C'était pourquoi personne n'avait jamais cherché à cet endroit précis. Et surtout comment une telle vérité avait pu rester cachée aussi longtemps, à quelques mètres seulement d'un lieu où des familles se retrouvaient chaque été paisiblement. Brenton Falls était le genre d'endroit où rien ne semblait jamais vraiment changer. Nichée entre des collines couvertes de pins et traversée par une rivière calme la plupart de l'année, la petite ville vivait au rythme des saisons et des habitudes bien ancrées. Les habitants se connaissaient presque tous, et les visages étaient familiers dans chaque rue, chaque magasin, chaque événement local. Pour beaucoup, c'était précisément ce qui rendait cet endroit sûr. Delilah Caraway, que tout le monde appelait Lila, faisait partie de ces enfants que l'on remarquait immédiatement. À 6 ans, elle avait une énergie débordante, un rire clair, et cette manière de poser des questions sans fin qui amusait autant qu'elle fatiguait les adultes. Ses cheveux châtain clair tombaient toujours en mèches désordonnées autour de son visage, peu importe les efforts de sa mère pour les attacher correctement le matin. Elle portait souvent un petit bracelet en plastique coloré, un objet sans grande valeur, mais qu'elle refusait d'enlever, même pour dormir. Sa mère, Andrea Caraway, travaillait dans une petite supérette au centre-ville. Depuis la disparition du père de Lila quelques années plus tôt, elle élevait seule sa fille, s'appuyant sur une routine stable pour garder un semblant d'équilibre. Les matins commençaient toujours de la même façon. Petit déjeuner rapide, cartable vérifié 2 fois, puis le trajet jusqu'à l'école, à pied, en longeant la rue principale. Rien d'extraordinaire, rien d'inquiétant. Ce samedi-là, pourtant, n'était pas un jour ordinaire. Comme chaque été, la ville organisait son festival au bord de la rivière. C'était un événement attendu, presque ritualisé. Des stands de nourriture, des jeux pour enfants, de la musique locale, et une atmosphère qui donnait l'impression que le temps ralentissait. Andrea avait accepté de tenir la caisse d'un stand de limonade avec d'autres bénévoles, et Lila, impatiente, parlait de ce festival depuis des jours. Dès leur arrivée, l'air était rempli de sons et d'odeurs familières. Le sucre chaud, le maïs grillé, les éclats de rire des enfants courant entre les stands. Lila ne tenait pas en place. Elle tirait doucement sur la manche de sa mère, désignant chaque activité avec excitation. Andrea, occupée mais attentive, lui donna des consignes simples, comme elle le faisait toujours. Rester près du stand. Ne pas s'éloigner sans prévenir. Revenir toutes les quelques minutes. Lila acquiesça avec sérieux, comme si elle comprenait parfaitement l'importance de ces règles. Pendant un moment, tout se déroula exactement comme prévu. Elle jouait à quelques mètres du stand, discutait avec d'autres enfants, revenait montrer un petit objet gagné à un jeu. Rien ne sortait de l'ordinaire. Mais même dans les endroits les plus familiers, il suffit de quelques minutes pour que tout bascule. Et ce jour-là, personne n'avait encore remarqué que quelque chose, quelque part, n'était déjà plus à sa place. Le festival atteignait son point culminant en fin de matinée, lorsque la lumière devenait plus vive et que la foule se densifiait naturellement autour des stands les plus populaires. Les bénévoles avaient du mal à suivre le rythme, et Andrea ne quittait presque plus sa caisse des yeux, concentrée sur les paiements, les gobelets, les billets froissés que les clients lui tendaient. Autour d'elle, les conversations se mêlaient en un bruit constant, des rires, des appels, de la musique diffusée depuis une petite scène, installée non loin. À plusieurs reprises, elle leva brièvement les yeux pour vérifier la présence de Lila. Chaque fois, elle l'apercevait à proximité, parfois en train de courir,
parfois accroupie près d'un autre enfant, absorbée dans un jeu improvisé. Un peu plus loin, en direction de la rivière, une zone était moins fréquentée. Les stands s'arrêtaient avant une bande de terre plus irrégulière, où quelques arbres anciens projetaient de larges ombres. C'est dans cet espace que plusieurs témoins remarquèrent, sans vraiment y prêter attention sur le moment, un véhicule inhabituel. Il s'agissait d'un ancien camion de maintenance municipale, reconnaissable à sa peinture délavée et à son logo presque effacé sur la portière. Rien d'alarmant en apparence. Ce genre de véhicule circulait régulièrement dans la ville pour des travaux mineurs. Pourtant, ce jour-là, il semblait simplement stationné, moteur éteint, légèrement en retrait des activités principales. Un homme se tenait parfois à proximité. Pas constamment, mais assez pour être remarqué après coup. Certains témoins décriront plus tard une silhouette moyenne, une casquette, des vêtements ordinaires. Rien de suffisamment distinct pour alerter qui que ce soit sur le moment. Pendant ce temps, Lila continuait de se déplacer librement entre le stand de sa mère et les zones de jeu. À un moment précis, difficile à situer avec exactitude, elle s'éloigna un peu plus que d'habitude. Pas très loin, peu. Être quelques mètres de plus seulement. Assez pour sortir du champ de vision direct d'Andrea, sans que cela paraisse inquiétant. Une femme, occupée à surveiller ses propres enfants, dira plus tard avoir vu Lila regarder en direction du camion. Elle semblait hésiter, comme attirée par quelque chose ou quelqu'un. La scène n'a duré que quelques secondes. Rien de suffisamment inhabituel pour provoquer une réaction immédiate. Ce qui rendra cette observation troublante, des années plus tard, ce n'est pas ce qui a été vu, c'est tout ce qui ne l'a pas été. Le moment exact où tout a basculé n'a jamais pu être fixé avec une précision absolue. Les enquêteurs ont tenté de reconstituer la chronologie à partir des témoignages, des tickets de caisse et des souvenirs fragmentés de ceux qui étaient présents ce jour-là. Mais comme souvent dans ce type d'événement, plus on avançait, plus les détails devenaient flous. Andrea se souvenait très clairement de la dernière fois où elle avait vu Lila. Elle lui avait tendu un gobelet de limonade, en lui demandant de ne pas s'éloigner trop longtemps. Lila avait hoché la tête, distraite, déjà attirée par autre chose. C'était un échange banal, presque insignifiant. Rien qui puisse laisser penser qu'il s'agirait du dernier. Quelques minutes plus tard, Andrea leva à nouveau les yeux, par réflexe. Elle s'attendait à apercevoir sa fille à l'endroit habituel, près des tables ou à côté du petit jeu de lancer d'anneaux. Mais cette fois, Lila n'était pas là. Au début, il n'y eut aucune inquiétude. Elle avait déjà disparu quelques instants auparavant pour revenir aussitôt, enthousiaste, avec une nouvelle histoire à raconter. Andrea continua donc de servir les clients, tout en balayant les alentours du regard. 1 minute passa, puis 2. Un léger doute commença à s'installer. Elle demanda à une autre bénévole de surveiller la caisse un instant, puis fit quelques pas hors du stand. Elle appela le prénom de Lila une première fois, sans élever la voix. Aucune réponse. Elle recommença, plus fort cette fois. Quelques personnes se retournèrent, mais personne ne sembla savoir de qui elle parlait. Andrea accéléra le pas. Elle se dirigea vers les zones de jeu, interrogea rapidement 2 enfants qui secouèrent la tête. Elle fit le tour des stands les plus proches, scrutant chaque visage, chaque silhouette. Rien. C'est à ce moment précis que l'inquiétude bascula en peur réelle. Pendant ce temps, plusieurs éléments passaient inaperçus. Le camion municipal était toujours là. La zone ombragée près de la rivière semblait inchangée. Et pourtant, quelque chose avait disparu silencieusement au milieu d'une foule pourtant dense. Un homme affirmera plus tard avoir entendu une portière se refermer. Un bruit sec, isolé, qu'il n'avait pas jugé important sur le moment. Une autre personne mentionnera avoir vu le camion démarrer lentement, sans attirer l'attention. Mais ces fragments de mémoire n'apparaîtront que bien plus tard. Sur l'instant, il n'y avait qu'une mère au milieu d'un festival, réalisant que sa fille de 6 ans venait de disparaître sans laisser la moindre trace visible. Les premières minutes suivant la disparition furent désorganisées, presque irréelles. Andrea revint au stand,
le souffle court, tentant de garder une voix stable en demandant si quelqu'un avait vu Lila. Les bénévoles échangèrent des regards confus, pensant d'abord à un simple malentendu. Mais très vite, le ton changea. Les recherches improvisées commencèrent. On parcourut les allées une à une. Des habitants quittèrent leur stand pour aider, appelant le prénom de Lila à voix haute. Certains vérifièrent les toilettes portables, d'autres les zones de jeu, les tables, les espaces derrière les tentes. Chaque endroit logique fut inspecté en quelques minutes. Rien. Quelqu'un proposa d'appeler la police. Andrea hésita une seconde, comme si admettre la gravité de la situation la rendait réelle. Puis elle acquiesça. L'appel fut passé depuis un téléphone posé sur le comptoir du stand. Les agents locaux arrivèrent rapidement, habitués à ce type d'événement public. Au début, leur approche resta mesurée. Ils posèrent des questions simples. Depuis combien de temps l'enfant avait disparu? Que portait-elle? Où avait-elle été vue pour la dernière fois? Mais à mesure que les réponses se précisaient, l'atmosphère changea. On demanda aux organisateurs de bloquer les sorties principales du festival. Des bénévoles furent chargés de surveiller les parkings. Les annonces commencèrent à être diffusées, décrivant Lila, son âge, ses vêtements, son bracelet distinctif. C'est à ce moment-là qu'un premier élément attira l'attention des enquêteurs. Un employé municipal, présent sur les lieux pour superviser l'installation des équipements, mentionna le camion stationné près de la rivière. Il expliqua qu'aucune intervention n'était prévue à cet endroit ce jour-là. Le véhicule n'aurait pas dû être là. Les agents se dirigèrent immédiatement vers la zone indiquée, mais le camion avait disparu. Seule restait une trace vague dans la terre humide, à moitié effacée par les passages répétés des visiteurs. L'endroit, quelques minutes plus tôt insignifiant, devenait soudain central. Andrea, tenu à distance par les bénévoles, observait la scène sans vraiment comprendre. Chaque nouvelle information semblait à la fois importante et inutile, incapable de répondre à la seule question qui comptait. Où était Lila? Les recherches continuèrent jusqu'au tard dans la soirée. Des équipes furent organisées pour explorer les bois environnants. Des lampes furent distribuées. La rivière fut inspectée en surface. Mais à mesure que la lumière disparaissait, une réalité difficile s'imposait lentement. Lila n'était plus simplement perdue. Quelqu'un l'avait emmenée. La nuit tomba lentement sur Brenton Falls, mais personne ne quitta vraiment les lieux. Les lampes portatives éclairaient des fragments de terrain, dessinant des silhouettes mouvantes entre les arbres et les stands désormais abandonnés. La musique s'était arrêtée depuis longtemps. À la place, il n'y avait plus que des voix tendues, des appels répétés, et le bruit régulier de pas pressés sur la terre humide. La police élargit immédiatement le périmètre de recherche. Des équipes furent envoyées le long de la rivière, d'autres dans les bois plus denses à la périphérie du festival. Chaque zone était fouillée méthodiquement, comme si l'on pouvait encore espérer trouver Lila cachée quelque part, effrayée mais vivante. Très vite, un nom commença à circuler parmi les enquêteurs. Evan Rourke. Employé municipal depuis plusieurs années, il travaillait régulièrement sur l'entretien des routes et des installations publiques. Plusieurs témoins affirmaient l'avoir vu près du camion plus tôt dans la journée. Son rôle lui donnait accès aux véhicules de service, y compris celui qui avait été aperçu près de la rivière. Les agents se rendirent à son domicile en début de nuit, une petite maison située à la sortie de la ville, entourée d'un terrain peu entretenu. Evan ouvrit la porte sans résistance, visiblement surpris mais calme. Il répondit aux questions avec une assurance mesurée. Oui, il avait été présent au festival, oui. Il avait utilisé un camion ce jour-là. Mais selon lui, il avait quitté les lieux bien avant que l'alerte ne soit donnée. Il expliqua qu'il avait terminé une vérification de routine et qu'il était rentré chez lui en fin de matinée. Personne ne pouvait confirmer précisément ses déplacements après cela. Mais rien dans son comportement immédiat ne semblait incohérent. Les agents inspectèrent rapidement le véhicule, désormais garé devant sa maison. À première vue, rien d'anormal. L'intérieur était sale, comme on pouvait s'y attendre pour un camion de travail. Aucun signe évident de lutte, aucune trace visible pouvant être liée à une disparition récente. Malgré cela,
un doute s'installait, parce que ce camion n'aurait jamais dû être là. Pendant ce temps, au festival, les recherches continuaient sans relâche. Andrea refusait de quitter les lieux, malgré les tentatives des proches pour la convaincre de se reposer. Elle restait là, immobile par moments, puis repartait soudainement dans une nouvelle direction, comme si elle craignait de manquer un détail crucial. Vers le milieu de la nuit, un nouvel élément apparut. À la lisière des bois, à quelques centaines de mètres du stand de limonade, un bénévole découvrit un petit morceau de tissu accroché à une branche basse. Il était partiellement déchiré, sale, difficile à identifier dans l'obscurité. Mais quand on le montra à Andrea, elle le reconnut immédiatement. C'était un fragment du vêtement que portait Lila ce jour-là. Pour la première fois depuis le début des recherches, il y avait une trace concrète. Et pourtant, elle ne menait nulle part. Au lever du jour, la fatigue était visible sur tous les visages, mais personne ne proposa d'arrêter les recherches. La découverte du morceau de tissu avait ravivé un espoir fragile, tout en renforçant une inquiétude plus profonde. Si ce fragment appartenait bien aux vêtements de Lila, cela signifiait qu'elle était passée par cette zone. Mais dans quelles circonstances? Les enquêteurs sécurisèrent immédiatement l'endroit. La branche, le sol autour, tout fut examiné avec attention. On releva des traces partielles dans la terre, mais elles étaient trop nombreuses, trop mélangées pour être exploitables. Des dizaines de personnes avaient traversé la zone depuis la veille, rendant toute lecture précise presque impossible. Malgré cela, une hypothèse prit rapidement forme. Lila aurait pu tenter de fuir. Le tissu déchiré suggérait un mouvement brusque, une résistance, être même une poursuite. Mais aucune autre trace ne venait confirmer cette idée. Pendant ce temps, l'attention se reporta une nouvelle fois sur Evan Rourke. Les enquêteurs retournèrent interroger certains témoins, cherchant à affiner les horaires. L'un d'eux affirma avec plus de certitude avoir vu le camion encore présent bien après l'heure indiquée par Evan. Un autre se souvenait d'un mouvement lent du véhicule en direction opposée à la sortie principale. Ces détails, pris séparément, restaient fragiles. Mais ensemble, ils commençaient à dessiner une incohérence. Evan fut convoqué à nouveau. Cette fois, les questions furent plus précises, plus directes. On lui demanda d'expliquer pourquoi son camion avait été vu à un moment où il prétendait ne plus être sur place. Il hésita légèrement, puis évoqua un possible oubli, un détour non noté dans son emploi du temps. Rien de suffisamment concret pour l'incriminer, mais rien non plus pour l'innocenter complètement. Parallèlement, les recherches s'étendirent le long de la rivière. Des équipes descendirent les berges, scrutant l'eau, inspectant les zones plus profondes avec des perches et des équipements rudimentaires. L'idée que Lila ait pu tomber dans l'eau ne pouvait pas être écartée, même si le fragment de tissu orientait plutôt vers une intervention humaine. Les heures passaient, et avec elles, l'espoir initial commençait à se transformer en une attente silencieuse, presque lourde. Puis, en fin de matinée, une nouvelle information fit basculer l'attention ailleurs. Un voisin d'Evan Rourke se présenta spontanément aux enquêteurs. Il expliqua avoir remarqué quelque chose d'inhabituel la veille. Tard dans la journée, bien après le festival, il avait entendu le camion revenir. Jusque-là, rien d'étrange. Mais selon lui, le moteur était resté allumé plusieurs minutes, sans que personne ne sorte immédiatement du véhicule, comme si le conducteur attendait ou réfléchissait. Ce détail, minime en apparence, ajoutait une couche supplémentaire d'inquiétude. Et pour les enquêteurs, il renforçait une idée de plus en plus difficile à ignorer. Quelque chose s'était produit dans ce camion, et la vérité n'avait pas encore été découverte. Les jours suivants furent marqués par une intensification de l'enquête, mais aussi par une pression croissante venant de l'extérieur. L'affaire de la disparition de Lila dépassa rapidement les limites de Brenton Falls. Les médias régionaux puis nationaux commencèrent à relayer l'histoire. Des équipes de journalistes arrivèrent en ville, installant leurs caméras près de la rivière, devant la maison des Carraway, et même à proximité du domicile d'Evan Rourke. Andrea, épuisée, se retrouva au centre d'une attention qu'elle n'avait jamais cherchée. Elle donna quelques interviews,
répétant les mêmes détails, les mêmes souvenirs, dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, reconnaisse un élément clé. Sa voix restait calme, mais chaque mot semblait peser davantage que le précédent. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivaient leur travail, méthodiquement. Le camion d'Evan fut saisi pour une analyse plus approfondie. Des techniciens passèrent des heures à examiner l'intérieur, à la recherche de fibres, de traces biologiques, de tout indice pouvant confirmer une présence récente de Lila. Les premiers résultats furent décevants. Le véhicule, utilisé quotidiennement pour des travaux, contenait trop de contaminants pour isoler une trace spécifique. La saleté, la poussière, les résidus divers rendaient toute conclusion incertaine. Rien de suffisamment clair pour établir un lien direct. Cependant, un autre élément attira l'attention. Un registre de maintenance, censé documenter l'utilisation des véhicules municipaux, présentait une anomalie. Le camion attribué à Evan était officiellement noté comme étant resté au dépôt une partie de la journée du festival. Pourtant, plusieurs témoignages confirmaient sa présence sur les lieux. Cette contradiction, bien que subtile, ouvrait une nouvelle piste. Les enquêteurs interrogèrent les responsables municipaux, qui avaient accès aux registres, qui pouvaient les modifier. Les réponses restaient vagues, imprécises. Le système était simple, parfois négligé, et reposait largement sur la confiance. Evan affirma ne pas être responsable de cette erreur. Selon lui, quelqu'un avait dû mal remplir le document ou oublier de noter son déplacement. Une explication plausible, mais difficile à vérifier. Parallèlement, un second suspect prit de l'importance. Un voisin des Carraway, nommé Daniel Hargrove, attira l'attention en raison de son comportement inhabituel depuis la disparition. Plusieurs habitants signalèrent qu'il passait de longues heures à observer les recherches, sans jamais participer. Il posait des questions, parfois trop précises, sur les zones inspectées, les horaires, les méthodes utilisées. Les enquêteurs décidèrent de l'interroger. Daniel se montra coopératif, mais nerveux. Il expliqua son intérêt par une simple inquiétude, affirmant vouloir comprendre ce qui s'était passé dans sa propre communauté. Son emploi du temps semblait cohérent, et aucun élément concret ne le reliait directement à la disparition. Malgré cela, un malaise persistait, parce que dans ce type d'affaires, ce ne sont pas toujours les preuves qui orientent les soupçons. Parfois, ce sont les détails, les regards trop insistants, les questions trop précises, et surtout, les silences au mauvais moment. Alors que les jours se transformaient en semaines, l'enquête avançait lentement, presque imperceptiblement. Chaque piste semblait prometteuse au départ, avant de s'effondrer sous le poids du manque de preuves. Mais une chose devenait de plus en plus claire. La disparition de Lila n'était pas un accident. Quelqu'un, quelque part, savait exactement ce qui s'était passé. Et jusqu'à présent, cette personne n'avait rien dit. Les semaines passèrent, et avec elles l'enquête entra dans une phase plus complexe, presque frustrante. Les pistes ouvertes jusque-là n'avaient rien donné de concret, mais elles avaient laissé derrière elles une accumulation de détails impossibles à ignorer. Les enquêteurs décidèrent alors de revenir à un point précis qui, jusqu'à présent, n'avait pas été exploité en profondeur. Le camion. Il avait été mentionné dès le premier jour. Observé, décrit, puis presque relégué au second plan faute de preuves directes. Pourtant, plus le temps passait, plus il apparaissait comme un élément central. Pas forcément comme une preuve, mais comme un point de convergence. Les techniciens reprirent l'analyse, cette fois avec une approche différente. Ils ne cherchaient plus uniquement des traces visibles, mais des incohérences, des modifications, des réparations récentes, des éléments qui ne correspondaient pas à l'état général du véhicule. C'est ainsi qu'ils remarquèrent quelque chose d'inhabituel. La benne arrière du camion présentait des signes d'intervention récente. Le métal, bien que sale, montrait des marques plus nettes à certains endroits, comme s'il avait été nettoyé de manière ciblée. Pas complètement, mais suffisamment pour attirer l'attention d'un œil entraîné. Lorsqu'ils interrogèrent Evan à ce sujet, il fournit une explication immédiate. Selon lui, une fuite d'un produit utilisé pour l'entretien avait nécessité un nettoyage rapide quelques jours auparavant.
Une tâche banale dans son travail. Rien d'exceptionnel. Mais un détail ne correspondait pas. Le produit mentionné n'était pas utilisé sur ce type de véhicule. Ce n'était pas une preuve, mais une contradiction de plus. Parallèlement, les enquêteurs décidèrent de reconstituer précisément les déplacements du camion le jour du festival. Ils analysèrent les témoignages, les horaires, les distances. Lentement, une chronologie approximative se dessina. Le camion avait été vu près de la rivière à un moment clé. Puis, il avait disparu. Et enfin, il avait été entendu revenant tard dans la journée. Entre ces deux moments, il existait une zone d'ombre, une période durant laquelle personne ne pouvait dire avec certitude où se trouvait le véhicule. Ce vide devint central dans l'enquête, parce que c'est souvent dans ce qui manque que se cache la vérité. Pendant ce temps, un nouveau témoignage fit surface. Une enfant, présente au festival ce jour-là, avait été interrogée brièvement au début de l'enquête. À l'époque, ses propos avaient été jugés confus, peu fiables. Elle avait parlé d'un camion, d'un homme, mais sans cohérence suffisante pour être exploitée. Mais des semaines plus tard, ses parents insistèrent pour qu'elle soit entendue à nouveau. Cette fois, son récit était différent, plus calme, plus précis. Elle affirma avoir vu Lila près du camion, pas seule. Elle parlait d'une conversation, d'un geste, comme si quelqu'un lui montrait quelque chose à l'intérieur du véhicule. Puis, selon elle, Lila serait montée. Volontairement, ce détail changeait tout, parce qu'il ne s'agissait plus seulement d'un enlèvement soudain, mais peut être d'une approche calculée, d'une manipulation. Et si c'était le cas, cela signifiait que la personne responsable n'avait pas agi dans la panique. Elle avait planifié, et elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le nouveau témoignage de l'enfant modifia profondément l'orientation de l'enquête. Jusqu'à présent, les hypothèses reposaient sur un enlèvement rapide, presque opportuniste. Mais l'idée que Lila ait pu monter volontairement dans le camion introduisait une dimension différente. Cela impliquait une interaction préalable, une forme de confiance, même brève. Les enquêteurs décidèrent alors de revoir tous les témoignages sous cet angle. Qui, parmi les personnes présentes ce jour-là, aurait pu approcher Lila sans éveiller de soupçons? Qui aurait pu lui parler assez longtemps pour la convaincre de s'approcher du véhicule? Evan Rourke restait au centre des interrogations, mais son profil posait problème. Plusieurs habitants le connaissaient de vue, mais aucun ne le décrivait comme particulièrement sociable, encore moins comme quelqu'un à l'aise avec les enfants. Rien dans son comportement habituel ne correspondait à une approche douce ou persuasive. C'est à ce moment-là que l'attention se déplaça légèrement, vers quelqu'un de moins visible, le superviseur municipal, Thomas Velen. Son nom apparaissait dans plusieurs documents liés à l'organisation logistique du festival. Il était responsable de la coordination des installations, y compris des véhicules de maintenance. Cela signifiait qu'il avait non seulement accès aux camions, mais aussi une autorité suffisante pour justifier leur présence sur place. Contrairement à Evan, Thomas était bien connu dans la communauté. Il participait régulièrement aux événements locaux, échangeait facilement avec les habitants, et semblait à l'aise dans les environnements sociaux. Plusieurs témoins se souvenaient de l'avoir vu parler avec des familles, plaisanter avec des enfants, se déplacer librement entre les stands. Rien de suspect en apparence, mais c'est précisément ce qui attira l'attention des enquêteurs. Ils décidèrent de l'interroger. Thomas se montra ouvert, coopératif, presque détendu. Il expliqua son rôle le jour du festival, décrivant les préparatifs, les imprévus, les ajustements de dernière minute. Lorsqu'on lui demanda pourquoi un camion avait été stationné près de la rivière, il évoqua une vérification technique, sans entrer dans les détails. Son discours était fluide, cohérent, trop cohérent, peu, être. Lorsqu'on lui parla du témoignage de l'enfant, il marqua une légère pause, presque imperceptible. Puis il reprit, affirmant ne pas se souvenir d'une interaction particulière avec Lila. Il avait vu beaucoup d'enfants ce jour-là, dit-il. Rien qui se distingue vraiment. Les enquêteurs notèrent cette réponse, sans la contester immédiatement. Mais un détail commençait à émerger. Thomas avait accès au véhicule. Thomas était présent sur les lieux.
Thomas avait la capacité d'approcher un enfant sans éveiller de méfiance. Et surtout, Thomas apparaissait dans les registres de maintenance liés au camion. Une connexion indirecte, mais réelle. Pendant ce temps, l'enquête continuait d'avancer lentement. Chaque piste semblait ouvrir une nouvelle question, sans jamais fournir de réponse définitive. Les éléments s'accumulaient, mais ils restaient dispersés, comme les pièces d'un puzzle encore incomplet. Pourtant, une chose devenait de plus en plus difficile à ignorer. La disparition de Lila n'était pas le résultat d'un simple moment de chaos. Elle avait été rendue possible par une série de décisions précises, des accès, des opportunités, et peut être une intention bien plus ancienne que ce que l'on avait imaginé jusque-là. À mesure que le nom de Thomas Vellin revenait dans les discussions internes, les enquêteurs décidèrent d'examiner son passé plus en détail. Rien, à première vue, ne ressortait comme alarmant. Il vivait à Brenton Falls depuis plusieurs années, occupait son poste sans incident notable et n'avait aucun antécédent judiciaire. Son dossier administratif était propre, presque exemplaire, mais ce type de profil, justement, pouvait masquer autre chose. Les enquêteurs commencèrent par analyser ses habitudes, ses horaires, ses déplacements, ses interactions avec les autres employés municipaux. Ils interrogèrent discrètement certains collègues, cherchant des incohérences, des comportements inhabituels, même minimes. Plusieurs témoignages convergèrent vers un détail précis. Thomas était méticuleux, trop, selon certains. Il insistait pour vérifier lui-même certains aspects logistiques, même lorsque ce n'était pas nécessaire. Il gardait un contrôle étroit sur les véhicules, les clés, les registres. Rien ne semblait laissé au hasard. Ce trait de caractère, autrefois perçu comme une qualité professionnelle, prenait une autre dimension dans le contexte de l'enquête. Parallèlement, les techniciens décidèrent de revisiter les registres de maintenance sous un angle plus large. Ils comparèrent les entrées sur plusieurs mois, cherchant des anomalies répétées, des modifications, des corrections inhabituelles. C'est là qu'ils découvrirent un schéma. À plusieurs reprises, des véhicules avaient été enregistrés comme inactifs, alors que des témoins affirmaient les avoir vus en circulation. Ces incohérences, espacées dans le temps, n'avaient jamais été relevées auparavant. Mais en les regroupant, elles formaient une série difficile à ignorer. Et dans chaque cas, le nom de Thomas apparaissait, soit comme superviseur, soit comme validateur des entrées. Ce n'était pas une preuve directe, mais c'était une structure, une manière de fonctionner. Pendant ce temps, un nouvel élément fit surface, presque par hasard. Un ancien employé municipal, ayant quitté son poste quelques années plus tôt, contacta les enquêteurs après avoir suivi l'affaire dans les médias. Il évoqua un souvenir qu'il n'avait jamais jugé important jusqu'alors. Selon lui, Thomas avait autrefois mentionné une zone spécifique le long de la rivière, un endroit difficile d'accès, souvent évité lors des inspections, en raison de la densité des racines et de l'instabilité du terrain. Il avait insisté pour que cette zone ne soit pas prioritaire lors des vérifications, arguant qu'elle ne présentait aucun risque particulier. À l'époque, cela semblait logique. Aujourd'hui, ce détail prenait une autre signification. Les enquêteurs décidèrent de retourner sur place, cette fois avec une attention particulière. Ils explorèrent la zone décrite, notant chaque caractéristique du terrain. Les racines épaisses, les creux, les zones où l'eau stagnait après les crues. C'était un endroit parfait pour dissimuler quelque chose. Ou quelqu'un, mais malgré cette intuition, aucune preuve immédiate ne fut trouvée. Rien qui puisse confirmer que cet endroit avait été utilisé dans le cadre de la disparition de Lila. Pourtant, une idée s'imposait progressivement. Si quelqu'un avait voulu cacher quelque chose pendant longtemps sans être découvert, il aurait choisi un endroit exactement comme celui-ci. Et être que ce choix n'était pas un hasard. Malgré l'accumulation de détails troublants, l'enquête atteignit progressivement une limite difficile à franchir. Les éléments contre Thomas restaient indirects. Les incohérences dans les registres, les témoignages vagues, les habitudes de contrôle, tout cela dessinait un profil inquiétant, mais insuffisant pour engager une procédure concrète. Les enquêteurs continuèrent pourtant de creuser,
Ils examinèrent ses finances, ses communications, ses déplacements en dehors du travail. Rien ne révélait une activité clairement suspecte. Sa vie semblait stable, ordonnée, presque monotone. Evan Rourke, de son côté, restait dans l'ombre de l'enquête. Toujours présent comme possibilité, mais de moins en moins central. Son rôle se réduisait à celui d'un élément périphérique, lié au camion mais sans preuve directe d'implication. Quant à Daniel Arrove, le voisin au comportement étrange, il fut progressivement écarté. Ses interrogations répétées s'expliquaient davantage par une obsession personnelle que par une implication réelle. Aucun lien matériel ne le reliait à la disparition. Les semaines devinrent des mois, puis les mois se transformèrent en années. L'affaire de Lila entra dans ce que les enquêteurs appellent une phase froide. Officiellement, elle n'était pas abandonnée. Mais en pratique, les ressources furent réaffectées, les priorités changèrent et les pistes actives se raréfièrent. Andrea, elle, ne cessa jamais de chercher. Elle participait aux commémorations, distribuait encore des affiches, parlait de sa fille à quiconque acceptait d'écouter. Sa voix changea avec le temps, moins urgente, mais plus ferme, comme si l'espoir avait laissé place à une détermination silencieuse. La ville, de son côté, tenta de reprendre une forme de normalité. Le festival d'été continua d'être organisé, mais jamais avec la même légèreté. Un espace resta vide, près de la rivière, comme une absence que personne ne voulait nommer. Les années passèrent ainsi, marquées par des rappels occasionnels de l'affaire, mais sans avancée significative. Jusqu'au jour où tout changea. Une pluie intense, inhabituelle, frappa la région pendant plusieurs jours. La rivière, habituellement calme, sortit de son lit. Les berges furent submergées, les racines exposées, la terre déplacée. Lorsque les eaux se retirèrent, elles laissèrent derrière elles un paysage transformé. Et au milieu de ce chaos naturel, quelque chose apparut, quelque chose qui était resté caché pendant 11 ans, et qui allait enfin forcer la vérité à remonter à la surface. Lorsque les eaux commencèrent enfin à se retirer, Brenton Falls ressemblait à une version altérée d'elle-même. Les berges de la rivière étaient méconnaissables. La terre avait été déplacée, des racines entières avaient été mises à nu, et des objets enfouis depuis des années apparaissaient à la surface, comme rejetés par le courant. Les équipes municipales furent rapidement mobilisées pour nettoyer la zone. Branches, débris, morceaux de métal, tout devait être retiré pour sécuriser les lieux. Le travail avançait lentement, méthodiquement. C'est en fin de matinée qu'un ouvrier remarqua quelque chose d'inhabituel. Entre deux amas de racines épaisses, partiellement dégagées par le recul de l'eau, une forme rectangulaire sombre attirait l'attention. Elle semblait artificielle, trop régulière pour être un simple débris naturel. L'homme s'approcha, écarta la boue avec précaution et révéla les contours d'une caisse métallique. Elle était ancienne, marquée par le temps, mais intacte. Trop intacte. Les responsables sur place furent immédiatement prévenus. La zone fut sécurisée et la police appelée sans délai. En quelques minutes, l'endroit se transforma en scène d'intervention. Ruban de sécurité, photographie, premier relevé. Personne ne parlait vraiment, parce que tous comprenaient déjà que cette découverte n'était pas ordinaire. Lorsque la caisse fut finalement ouverte, le silence devint total. À l'intérieur, les restes étaient disposés de manière précise, presque organisée. Rien n'indiquait un dépôt aléatoire. Tout semblait avoir été placé intentionnellement. À côté des ossements, plusieurs objets furent retrouvés. Des fragments de tissu, altérés par l'humidité, mais encore reconnaissables. Et surtout, un petit bracelet en plastique, décoloré, mais intact. Le nom gravé était difficile à lire, mais il suffisait. Delilah Caraway. 11 ans après sa disparition, la première preuve matérielle venait d'être retrouvée. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville, puis au-delà. Andrea fut informée en personne. Elle resta silencieuse, en écoutant les explications, comme si son esprit refusait d'accepter ce qu'elle entendait. Pour les enquêteurs, cependant,
une chose était certaine. L'affaire n'était plus une disparition. C'était désormais une scène de crime. Et cette caisse, restée cachée pendant plus d'une décennie, contenait peu être enfin les réponses qu'il cherchait depuis le début. La découverte de la caisse transforma immédiatement l'enquête. Ce qui avait été pendant des années une accumulation de suppositions devenait soudain tangible. Les enquêteurs disposaient enfin d'un lieu, d'objets, et surtout d'un lien direct avec Lila. La zone fut entièrement sécurisée pendant plusieurs jours. Des spécialistes furent appelés pour analyser chaque élément avec précision. La caisse elle-même devint un point central. Son origine, son matériau, son état de conservation, tout fut étudié. Très vite, un premier détail attira l'attention. La caisse n'était pas un objet quelconque. Elle correspondait à un modèle utilisé autrefois par les services municipaux pour le transport de matériel sensible. Un type d'équipement qui n'était plus en circulation depuis plusieurs années, mais qui avait été stocké dans les anciens dépôts de la ville. Ce lien renforçait immédiatement une piste déjà existante. Les services municipaux. Les analyses médico-légales commencèrent ensuite. Les restes, bien que dégradés par le temps, permettaient certaines conclusions. Aucune trace de noyade. Aucun signe indiquant que Lila avait été laissée libre dans l'environnement naturel. Elle avait été enfermée. Le bracelet retrouvé confirmait l'identification, mais d'autres éléments vinrent compléter le tableau. Des fragments de tissu correspondaient aux vêtements décrits le jour de la disparition. Et surtout, une découverte plus discrète, presque invisible à l'œil nu, changea la direction de l'enquête. À l'intérieur de la caisse, sur une surface métallique protégée de l'eau, des traces partielles furent relevées, des empreintes. Elles étaient incomplètes, altérées, mais suffisamment distinctes pour être analysées. Les techniciens procédèrent à une comparaison avec les bases de données disponibles. Le processus prit du temps. Les résultats n'étaient pas immédiats. Pendant ce temps, les enquêteurs revinrent aux dossiers anciens. Ils croisèrent les informations, les témoignages, les incohérences déjà relevées. Le nom de Thomas Welin apparut une nouvelle fois, mais cette fois dans un contexte différent. Il avait travaillé dans les dépôts municipaux à l'époque où ce type de caisse était encore utilisé. Ce détail, jusque-là insignifiant, devenait central. Evan Rourke, de son côté, n'avait jamais été affecté à ces équipements spécifiques. Son accès était limité aux véhicules, pas au matériel stocké. La distinction était importante. Elle réduisait le champ des possibilités. Quelques jours plus tard, les résultats des analyses d'empreintes arrivèrent. Une correspondance partielle fut établie, pas avec Evan, mais avec Thomas Welin. Ce n'était pas une preuve absolue, mais c'était suffisant pour justifier une action immédiate. Les enquêteurs savaient désormais que la vérité était proche, et que, pour la première fois depuis 11 ans, ils n'étaient plus face à des hypothèses. Ils étaient face à une direction claire, une direction qui menait directement à quelqu'un qui, depuis tout ce temps, avait vécu au milieu d'eux, sans jamais être inquiété.